Bonsoir. Alors, merci d'être présent à cette soirée qui s'inscrit dans le programme de la Biennale du livre des sciences humaines et sociales. Après avoir pensé la crise en 2012, la nouvelle édition de cette biennale souhaitait interroger le travail à travers les nouveaux courants de la pensée que l'édition de Sciences humaines porte au public. Travailler ou non, jusqu'où, à quel prix, comment, dans quel cadre, avec quel statut. Autant de questions donc, pour lesquelles les intervenants de choix proposeront des réponses, des pistes de réflexion. Les rencontres ont débuté donc cet après-midi à l'ENSIB et se poursuivront demain. Je rappelle pour ceux qui ne pourraient y assister qu'elles sont toutes disponibles en ligne sur le site de l'ENSIB. Pour revenir un petit peu sur le programme de l'après-midi et vous en dresser rapidement les contours, les intervenants ont quelques petits problèmes de micro, si vous m'entendez. Les intervenants donc ont posé les jalons des champs de la pensée contemporaine sur le travail, crise du travail industriel, travail d'équipe, travail et économie numérique. Au programme demain, des tables rondes sur les métiers sexuels, le travail créatif, les temps de vie, le refus du travail, les sentiments de liberté et d'aliénation que suscite le travail. Bien évidemment, dans une société productrice de normes, de lois, parler du travail impose d'aborder la question du droit du travail et de son évolution. Alors, sous l'angle de l'histoire, en revenant sur le cas inaugural des Invalides de la Première Guerre mondiale, Stéphane Zigart a questionné cet après-midi le dispositif spécial que constitue la notion de droit au travail. Florent Montagnon, également présent cet après-midi, a resitué les débuts de la flexibilité du travail au début du XXe siècle à travers l'étude de parcours individuel à l'Office des Transports Lyonnais et au Grand Bazar. Un siècle après ces prémices, que dire de l'évolution du droit du travail ? Pour prolonger cette réflexion, donc, on a choisi d'inviter ici à la bibliothèque un spécialiste du droit du travail, Emmanuel Dequesne, qui enseigne à l'université Paris-Ouest Nanterre après avoir exercé à l'université Lyon 2. Et en juriste averti et par ses analyses de la législation, il prend la mesure des implications de ces textes sur la vie professionnelle et sur les relations employeur-employé. Dans un article aussi qu'il avait publié dans la revue Projet en 2008 et qui s'intitulait « Perte du sens et effritement du droit du travail », il analysait ces bouleversements du droit du travail et du rapport au travail. Aussi, nous lui avons demandé de poursuivre donc cette réflexion à la lumière du contexte actuel, du contexte législatif, politique et sociétal. Donc on le remercie bien sûr chaleureusement d'avoir accepté cette proposition, puis de revenir en terre lyonnaise à cette occasion. Je remercie également, bien sûr, l'ENSIB pour cette belle programmation et je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être venu. De quoi est-ce que je vais vous parler ? Eh bien, je vais vous parler de ce qui s'est passé en droit du travail depuis une trentaine d'années. Rapidement, hein. Et il s'est passé en réalité beaucoup de choses. Et pour comprendre l'importance de ce qui s'est passé, je vais même faire des petits retours encore antérieurs. Donc on va essayer d'aller relativement vite pour dresser ce tableau, parce que en fait, ce que je voudrais montrer, c'est un paradoxe peut-être apparent, mais très fort. Et ce paradoxe, c'est la destruction de protection vraiment basique qui avait été construite au début du XXe siècle, d'une part, et parallèlement, au même moment, la création de nouvelles protections, présentées parfois comme compensant, mais ne compensant pas forcément, mais comme s'il y avait eu une espèce d'affaissement d'un côté et d'élévation de l'autre. Et c'est assez curieux, vous voyez, en réalité, parce qu'on a une logique qui est la destruction des droits du travail qui est assez classique. C'est un coût, vous voyez, ça coûte très cher, toutes ces protections, c'est un vrai problème, il faut que le droit du travail s'arrête pour que les ouvriers coûtent moins cher. Et bon, c'est une logique. Et puis il y a une autre logique qui est les pauvres travailleurs sont dans une situation difficile, il convient aussi pour des motifs économiques de les protéger. Bon, très bien, c'est possible aussi. Mais les deux à la fois, ça semble bizarre. Et en fait, les deux à la fois se sont produits. Mais ce paradoxe apparent, bien sûr, nous le lèverons à la fin pour essayer de voir ce que ça cache. Et à mon avis, ça cache des choses qui sont assez importantes. Alors, on va commencer par parler des choses les plus tristes, avec qu'est-ce qui s'est passé en termes de perte d'avantages sociaux. Et puis, après, on parlera des gains d'avantages sociaux.
la chute principale, c'est le droit relatif au temps de travail. Tout ce qui était protection en matière de temps de travail a été à peu près détruit. Pas tout, mais quand même l'essentiel. C'est ce qu'on verra dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vous montrerai très rapidement comment le droit du licenciement est en train d'être détruit aussi, doucement. Il n'est pas entièrement détruit, lui, encore. Mais quand même, on lance des petites piques. Et puis ensuite, je vous montrerai qu'en termes de sécurité, il y a eu des progrès considérables, juridiques, hein, de grands progrès juridiques en termes de sécurité. Et puis enfin, on croisera tout ça. Alors, dans un premier temps, le temps de travail. Je me suis permis de faire un rappel des temps anciens pour que ça puisse nous servir de comparaison par rapport aux temps actuels. Le droit du temps de travail s'est construit à partir de problématiques apparues au XIXe siècle et c'est surtout construit dans la première moitié du XXe siècle. Alors, quelques étapes que vous connaissez d'ailleurs peut-être. Le bon docteur Louis-René Villermé, le bon docteur, on l'appelait comme ça. C'est un médecin très gentil, qui a fait un célèbre rapport en 1840, tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie. On ne peut pas faire plus technique et on ne peut pas faire plus descriptif comme rapport. Seulement, on est en 1840, et en 1840, ce que décrit le bon docteur Villermé est resté dans les mémoires, c'est-à-dire qu'avec des déformations physiques, des enfants au travail dans des conditions épouvantables, des retards de puberté moyens pour les ouvriers qui travaillent dans les manufactures de tissage, retard de puberté moyen de 2 ans, taux d'infirmité pour les enfants qui travaillent dans ces conditions-là qui est considérable. Bref, c'est vraiment les conditions de l'horreur 19e la plus effrayante. À partir de cette problématique qui est créée par un médecin et qui est une problématique de santé, on va avoir les premières règles protectrices du droit du travail. Donc on vient de la santé. Et les premières règles protectrices du droit du travail, ce sont des règles qui portent principalement sur le temps de travail. Donc on part de la santé, on dit « Ah, mais quand on travaille trop, n'importe comment, et sans s'arrêter, on finit par avoir des problèmes physiques très lourds. » Et donc les premières règles qui surviennent sont des règles sur le temps de travail. Alors, ça sera le cas de la loi du 22 mars 1841, première grande loi protectrice du droit du travail, des progrès considérables. À partir de 8 ans, vous pouvez travailler, mais pas plus de 8 heures. Et à partir de 12 ans, votre travail est limité à 12 heures. Et à partir de 16 ans, bon, là, vous devenez normal, vous travaillez sans limite. Donc, de vraies protections. De vraies protections, toujours actuelles. Parce que vous allez voir que les protections, là, il faut en profiter. Là, c'est bon, on a largement conservé tout ça. On part de la santé et on traite du temps de travail. Ça ne va pas durer très longtemps, cette problématique de la santé. Très vite, la problématique qui va l'emporter est une autre problématique. C'est les 8 heures. Et les 8 heures, vous voyez, ce n'est pas une question de santé, tout le monde a l'air de se porter très bien. C'est 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs, 8 x 3, 24. On n'est plus dans la préservation des corps. On est déjà dans la logique du repos et du loisir. Donc la revendication des 8 heures par jour, c'est une revendication qui va bien au-delà de la survie, qui était la problématique d'origine, et qui est la bonne vie, déjà, en quelque sorte. Alors, au XIXe siècle, c'est le début, évidemment, du 1er mai, vous connaissez tout ça, ça sera très violent. Là, je vous mets un exemple qui est en 1886, le Haymarket Square, c'est un des épisodes les plus violents, puisque là, on est le 4 mai, puisque à l'époque, déjà, il y avait des violences policières qui avait eu lieu le 1er mai, parce que vous savez qu'à partir de 1884, on organise ça plutôt le 1er mai, les manifestations pour la journée de 8 heures.
Et le 1er mai 1886, à Chicago, la police intervient de manière efficace avec des bombes défensives ou à moins qu'elles soient sur des grenades offensives. Bon, bref, il y a un mort, comme souvent dans ces cas-là, mais un seul mort. Et le 4 mai, on a une manifestation contre les violences policières, naturellement. Alors, bon, les temps sont quand même sensiblement différents. On est à la fin du 19e siècle. Il y aura, lors de la manifestation contre les violences policières, il y aura beaucoup de morts. Et, à titre tout à fait exceptionnel, il y aura même un peu plus de morts du côté de la police, semble-t-il. Bon, tout ça pour dire que la revendication des 8 heures n'est pas une revendication douce, c'est très important. On se bat sur le temps de travail parce qu'on sait que c'est la condition d'une vie décente. Et donc, une vie décente, à l'époque, ça apparaît comme un combat extrêmement important. C'est là-dessus que se concentre l'essentiel du mouvement ouvrier. Ça viendra en France avec Fourmi. Alors, on voit bien, la Fourmi, ils sont moins bons qu'à Chicago. Ça se voit tout de suite. Vous voyez, à Chicago, ils tirent dans les deux sens. Hein. À Fourmi... la manifestation était moins bien organisée, sans doute. Il faut dire qu'à Fourmi, quand on regarde les morts, il y aura 9 morts, 35 blessés. Mais quand on regarde les morts, on voit bien qu'ils s'étaient très mal organisés pour le combat, puisque les morts sont 2 enfants de 11 et 12 ans, 4 filles de 17 à 20 ans. C'est principalement, vous voyez, tout ça, c'est du mauvais combattant. Du très mauvais. Donc je plaisante, mais c'est pour vous dire quand même que les temps sont durs. Je vous donne un personnage dont on a une photo ici jeune, ici plus vieux, et qui est au cœur de la problématique. Alors bon, c'est le gendre de Karl Marx, tant pis pour lui, mais à part ça, c'est aussi l'auteur du droit à la paresse, Monsieur Paul Lafargue. Donc c'est quand même quelque chose. Droit à la paresse, hein, on est encore au 19e siècle. Droit à la paresse, et c'est un des instigateurs du 1er mai à Fourmi, puisqu'il est originaire du Nord. Et à la suite du massacre de Fourmi, qui ne fait de morts que du côté manifestant, il sera tout de même mis en prison, condamné à 1 an de prison pour incitation au meurtre, alors qu'il était du côté manifestant et que les manifestants, là, comme vous avez vu, étaient très mal organisés, bien moins bien organisés qu'à Chicago. Et que le résultat, c'est que... Enfin bon, bref, il est quand même... Comme c'était un des instigateurs de la manifestation, et que si on a tué les manifestants, c'est parce qu'ils apparaissaient dangereux. Avec toutes ces jeunes filles méchantes, avec des grandes dents, là. Donc il sera... Et c'est pour vous dire à quel point les temps ont changé. Non seulement il est mis en prison, mais il est aussi élu député au même moment. Donc il sera à la fois élu député et en prison. Tout ça, c'est tout à fait glorieux, évidemment. Et donc il est élu député du Nord. Ça, c'est plutôt la photo de l'homme que vous voyez à droite. Et puis à gauche, on a l'impression que c'est plutôt lui qui a organisé la manifestation, même si ça c'est en même temps, en réalité. Bon, tout ça finira par être victorieux tardivement. On aura des lois progressives. En 1892, on a quelques premières progressions. En 1906, le soutien de l'Église catholique nous permet de récupérer le dimanche. Ce qui sera essentiel, ce sera la loi du 21 avril 1919. C'est la victoire, la loi du 21 avril 1919, puisque cette loi-là proclame la journée de 8 heures impérative en France. Cette loi, je vous en donne l'historique en un mot. Elle est en avril 1919, c'est après la Première Guerre mondiale, mais c'est avant le traité de Versailles. C'est juste avant le traité de Versailles. Et pourquoi est-ce que c'est juste avant le traité de Versailles? C'est parce qu'à l'époque, on pense mettre une clause dans le traité de Versailles sur la journée de 8 heures. On sort d'une guerre épouvantable et il s'agit de faire du traité de Versailles, c'est l'esprit de ceux qui rédigent ce texte, une base pour la paix définitive. Et la paix définitive, c'est aussi
accepter un minimum de droits sociaux et une qualité de vie minimale pour tous. Et donc on pense mettre dans le traité de Versailles une clause qui impose à tous les signataires la journée de 8 heures. Clémenceau, qui est en train de négocier le truc, se dit « et on ne l'a pas en France ». Alors, on ne peut pas à la fois imposer la règle dans le traité de Versailles et ne même pas l'avoir en France. Donc, en catastrophe, l'Assemblée nationale vote la loi du 8 heures juste avant que le traité de Versailles soit signé, à l'unanimité. Les 8 heures impératives s'imposent en France. Au niveau mondial, le traité de Versailles, finalement, n'adoptera pas cette règle, mais le traité de Versailles crée la SDN et il crée aussi l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui va se réunir très peu de temps après la signature du traité, c'est en juin, c'est le 28 juin 1919 le traité. L'OIT est créée comme partie de la SDN. L'OIT, vous savez, c'est la seule partie de la SDN qui survivra à la Deuxième Guerre mondiale parce qu'eux, ils ont été classe alors que tous les autres, bon, bref. Et l'OIT fait sa première conférence internationale du travail. Sont représentées les organisations patronales, les syndicats, les gouvernements, tout ce monde la vote. Ils votent la première convention mondiale du travail. Et cette convention mondiale, numéro 1, toujours en vigueur, mais pas ratifiée par la France, c'est la journée de 8 heures, bien sûr. 8 heures maximum par jour. Alors en France, on a quand même le principe qui est dans la loi du 21 avril 1919. Un petit peu plus tard, on va compléter ça en 1936. Il se passe d'autres trucs que je ne vous détaille pas, vous êtes au courant. Mais le 21 juin 1936, on maintient bien sûr la journée de 8 heures, mais on fait les 5 jours par semaine. Donc en 19, il y avait 6 jours de travail, ça faisait 48 heures par semaine. Et le 21 juin 1936, on n'a plus que 5 jours de travail, 40 heures par semaine. Toutes ces durées-là sont des maxima. Interdit de faire travailler plus de 8 heures par jour, interdit de faire travailler plus de 40 heures par semaine. Nous sommes en 1936. Je dirais que nous sommes arrivés au sommet de la protection du droit du travail français. On a à cette époque-là aussi des règles sur les horaires collectifs. L'organisation du temps de travail ne peut pas changer d'un jour à l'autre. Les choses sont extrêmement encadrées. Les horaires ne peuvent pas varier d'une personne à l'autre non plus. Et vous avez quelques modes d'organisation sur 5 jours ou sur 5 jours et demi. Alors c'est les fameuses 8h midi, 2h, 6h, mais ça peut de temps en temps finir à 17h. Il y a des petites souplesses, mais c'est quelques petites exceptions, mais c'est tout à fait léger. Nous sommes en 36. L'idée de base aussi de cet horaire maximal, c'est on a du chômage en 36, et donc on fait un partage du travail, on réduit le temps de travail aussi pour créer des emplois. Donc on est dans cette logique qui est quelque part très actuelle. Alors, formidable que tout ça, les 8 heures sont votées, on se bagarre un tout petit peu sur l'application, mais l'essentiel est en place, en 36. Assez vite, on aura quelques exceptions qui seront créées fin 36 pour permettre les toutes premières heures supplémentaires. Il y en aura quelques-unes, mais c'est très rare, les heures supplémentaires, c'est très exceptionnel. En 45, on augmentera encore un petit peu la possibilité de faire des heures supplémentaires, mais ce sera très encadré, et puis des heures supplémentaires sensiblement mieux payées. Le principe est encore fort, des 8 heures, qui étaient des maxima en 1936. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça a plus ou moins tenu bon, tout ce truc-là, jusque dans les années 1980. Même passé aux 39 heures, en 1980, petite coquetterie. Mais à partir de ces années 1980, on va assister à une progressive destruction. Et qu'est-ce qu'on détruit? Vous allez voir, on a détruit ce qui s'est passé en 19. Hein. Donc, ce qui a été détruit, c'est quand même de vieux piliers essentiels, protecteurs du droit social. Alors, l'histoire de cette destruction, je ne vais pas vous la raconter. Je vais juste vous en dire un mot. Pour détruire des trucs aussi importants, aussi fondateurs, on ne s'y prend pas en une fois.
Vous ne dites pas d'un coup, ah, on supprime le truc. Ce serait extrêmement choquant pour tout le monde. On s'y prend en plusieurs fois. Il faut plusieurs lois. Une loi qui rajoute une petite exception, une loi qui rajoute une petite exception, une loi qui rajoute une petite exception. Plus vous faites de petits pas, et plus vous êtes discret. Alors, en l'occurrence, des petits pas, on en a fait. On en a fait plusieurs. Alors, bon, je ne vous les cite pas tous, mais ça, c'est... Vous voyez au début, 86, 86, 98, 2000, mais en 2003, ça s'accélère. En 2004, en 2005, il y en a 4. En 2004, il y en a 2, 2007, 2008. La dernière grande loi, c'est celle du 20 août 2008. Après cette accumulation-là, et après cette dernière grande loi, il reste à peu près plus rien. Ça a été... Alors, évidemment, comme ça c'est choquant. Mais normalement, vous n'êtes pas censé avoir le raccourci. Je dois vous le faire petit à petit. Et il y a une exception, puis une exception, et vous avez le temps de vous acclimater. Hein, et donc, vous ne ressentez rien de grave. Là, évidemment, là, je triche, puisque je vais directement à la fin. C'est dégoûtant. Vous n'avez pas eu le temps de vous acclimater. Mais... je vous donne quelques exemples. Bon, alors les durées maximales du travail, les 8 heures par jour, la bonne blague. Alors c'est bien sûr 10 heures, sauf convention collective 12 heures, sauf exception. On peut aller au-delà de 12 heures par jour aujourd'hui, je vous rassure, les feignants, ça suffit quand même. Alors, il y a une liste de cas dans lesquels on peut dépasser les 12 heures par jour, mais parmi ces cas-là, on a... le cas dans lequel l'employeur devrait, pour des raisons de contrat qu'il a avec ses clients, livrer vite. Il a pris du retard dans ses obligations contractuelles. C'est un des cas dans lesquels on peut dépasser les 12 heures par jour. Et à chaque fois qu'il y a un surcroît temporaire de travail, finalement, on peut dépasser les 12 heures par jour. Donc en fait, c'est quand même très possible. Il y a une petite procédure à suivre. Donc, les 8 heures par jour, c'est quelque chose de relativement ancien. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même les 35 heures par semaine. Vous avez entendu parler de ça. Et effectivement, c'est une règle très importante. Mais ce n'est pas une règle de temps de travail maximum, comme vous savez sans doute. Parce qu'au-delà de 35 heures, on peut tout à fait travailler plus. Simplement, ces heures sont qualifiées d'heures supplémentaires. Alors, savoir quelle est la portée de la règle des 35 heures, c'est connaître le régime des heures supplémentaires. Et on a, dans ce régime, taillé des croupières avec toutes les lois que je vous ai montrées rapidement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, une heure supplémentaire, vous pouvez... Il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'on peut, par convention collective, faire des heures supplémentaires à l'infini. Sauf qu'à l'infini, évidemment, c'est plus de 24 heures par jour. Bon, ça devient... Bref. Mais... il n'y a plus de limite supérieure du nombre d'heures supplémentaires. Et quant au coût, parce que ça représente un coût, les heures supplémentaires doivent effectivement être payées plus cher, mais 10% plus cher. Donc, bon, SMIC plus 10%, ça reste... C'est un coût raisonnable, finalement. Il existe, pour les pingres, les ladres, ceux qui ne veulent pas payer, des solutions techniques plus complexes, qui permettent de faire travailler les gens 60 heures par semaine en ne les payant que 35. Ce qui permet de faire de sérieuses économies. Mais je vous rassure, c'est quand même limité. On ne peut pas le faire dans tous les cas pour tout le monde. C'est la technique subtile du forfait jour dont on pourrait parler, qui est réservée aux catégories un peu supérieures de salariés. C'est pour des gens, pas que des cadres, ça peut quand même être des gens qui sont sensiblement en dessous, mais qui sont au forfait jour. Et là, moyennant un petit peu de technique, vous pouvez les porter à 60 heures par semaine, payer 35. Payer 35. Donc ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas payer d'heures supplémentaires. Bon, évidemment, on est loin de la semaine des 48 heures maximales telle qu'elle existait en 1919. Je ne vous parle même pas des 40 heures de 1936 qui apparaissent comme une espèce d'utopie irréaliste. Et lointaine. Le pire n'est probablement pas là. Le pire, d'après moi, je vous en donne 2 exemples. Le premier, c'est la variation des horaires, autrement dit, travail au sifflet. Fut un temps, il y avait des règles qui obligeaient les employeurs à assurer une certaine régularité
dans l'organisation du travail et au moins un temps de prévenance suffisant pour que les personnes puissent s'organiser. Vous savez, les personnes ont plein d'exigences un peu absurdes, du genre aller chercher les enfants à la crèche, c'est absurde déjà d'avoir des enfants. Bon, bref. Et donc ils veulent avoir des horaires. Alors ça, c'est devenu quelque chose qui n'est plus réaliste aujourd'hui. On a besoin de travailler à flux tendu. Et donc on a créé des possibilités de variation d'horaires. C'est assez technique, mais c'est extraordinairement puissant. Vous pouvez faire varier les horaires d'une semaine sur l'autre, d'un jour sur l'autre. Vous pouvez... normalement, il faut prévenir une semaine à l'avance, mais si vous avez une convention collective qui le prévoit, on peut réduire ce délai. Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de minimum. De délai de prévenance minimum. Il n'y en a plus depuis 2008. Avant, c'était 3 jours. Maintenant, il n'y en a plus. Donc, ça peut être du jour au lendemain. Vous ne savez pas trop si vous allez bosser le lendemain ou pas. On vous dira. Enfin, quand je dis on vous dira, ça c'est mon côté optimiste. En réalité, c'est pas vrai, il suffit de l'afficher. On n'est pas obligé de faire une information individuelle. C'est un mode de vie particulier que de ne pas savoir quand est-ce qu'on va travailler et si on va travailler dans les jours qui viennent. Ça suppose des capacités d'organisation qui font honneur à la population française, et nous les en remercions car c'est à ce prix-là que nous avons cette productivité qui permet de sauver la France. Mais c'est quand même, certains diront, un peu rude. Autre type d'exemple, j'appelle subordination permanente, mais c'est la question des astreintes, c'est excessif. C'est excessif. Alors, vous savez qu'il y a des possibilités de créer des temps d'astreinte, mais normalement, donc l'astreinte c'est déjà assez difficile, hein, parce que vous pouvez être appelé à tout moment, vous êtes mais en principe vous êtes chez vous quand même. Donc si vous voulez, vous regardez la télévision, voire vous invitez des amis, et vous déjeunez avec eux, vous avez chez vous une vie non surveillée par l'employeur, et dans une relative indépendance. Alors évidemment, vous êtes autour de votre barbecue et à tout moment, vous devez être capable de quitter le barbecue pour foncer travailler parce que votre beeper, votre téléphone portable, que sais-je encore, a sonné. Donc vous risquez de rater la côtelette qui n'est pas tout à fait cuite. Donc je vous déconseille d'aller au cinéma. Bon, votre vie est quand même un peu contrainte et les gens qui ont vécu des astreintes savent qu'un minimum de stress est nécessaire dans ces moments-là. Mais quand même, vous êtes chez vous. C'est chouette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chez soi? Là, il y a un petit problème d'interprétation juridique. Ça, c'est les hôtels première classe. Alors, comme leur nom l'indique, c'est vraiment très, très bien. Il y a des gens qui travaillent là-dedans et ils ont des périodes de travail et puis des périodes d'astreinte, de nuit, pour si jamais des clients viennent la nuit. Et la question qui se posait, c'est est-ce qu'on considère que c'est du temps de travail, le temps où ils attendent le client? Ben oui, bien sûr, s'ils sont derrière leur comptoir. Mais s'ils sont chez eux, pas besoin de les payer, ils sont d'astreinte. Mais chez eux, il vaudrait mieux que ce soit assez près de l'hôtel, parce que quand même, si on sonne, il faut qu'on puisse aller chercher les clients. Donc on avait un dirigeant d'hôtel, hein, première classe, parce que ce sont tous des dirigeants qui sont d'astreinte, c'est des petites directions, hein, c'est pas de très gros revenus, et qui étaient donc d'astreinte, sans être propriétaires de l'hôtel, bien sûr, sont des salariés, et qui étaient d'astreinte de nuit, et ce système était, chez lui, c'était une des chambres de l'hôtel. Pas toujours la même, ça dépendait des chambres disponibles. C'est d'une chambre à l'autre, en fonction. Mais il était toujours un peu chez lui, quand même. Alors, il pouvait, comme ça, passer un peu de temps chez lui, dans une chambre disponible, puis repartir à l'accueil pour ses heures de travail, puis après, il repassait un peu de temps chez lui, hein, et il sortait pas de l'hôtel, quoi. Alors, il a fini par avoir un burn-out, c'est souvent comme ça, hein, ils ont des gros problèmes de santé, et c'est comme ça que les affaires montent jusqu'à la justice. Et la Cour de cassation s'est demandé
si ce n'était pas entièrement du temps de travail, finalement, parce qu'il était continuellement à la disposition sur le lieu de travail de l'employeur. Est-ce que ça ne ressemblait pas à un temps de subordination ? Mais la Cour de cassation a réfléchi, et puis dans un arrêt du 5 avril 2012, elle a dit non, il était chez lui. Ce qui m'apparaît discutable d'un point de vue strictement technique. Arrêt non isolé, dans les arrêts dans les hôtels, j'en ai 4 comme ça. Alors, ce n'est pas toujours première classe, il y a plusieurs hôtels. Hein. Et ce n'est pas toujours au choix. Il y en a un autre, il avait sa propre chambre, mais avec des écrans quand même. Et des écrans qui montraient le hall, qui montraient l'extérieur. Et donc, on a maintenant en droit des possibilités de subordination sur place permanente. C'est extrêmement choquant. C'est en réalité une violation des règles les plus élémentaires. Et même des règles du droit européen qui, pourtant, je ne sais pas si vous savez, en matière de droit social, pas réputé hyper protecteur. Hein. Donc, ces décisions de la Cour de cassation m'apparaissent contraires au droit européen. Mais il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, un combat est mené pour changer ces règles du droit européen qui empêchent la subordination permanente au risque de plomber gravement l'économie européenne. Donc, pour de vrai, ça a été voté par le Conseil européen, a voté des modifications de ces trucs-là. Heureusement, le Parlement européen, donc il reste un petit peu de démocratie quand même en Europe, c'est le Parlement européen. Le Parlement européen résiste depuis une dizaine d'années contre l'instauration généralisée en Europe de possibilités de salariat avec subordination permanente. Vous ne rentrez pas chez vous, vous êtes là jour et nuit à la disposition de l'employeur. Je trouve que c'est assez dur quand même. Hein. Donc quand on regarde les 8 heures de loisirs, les 8 heures de machin, là, nous sommes dans un monde rêvé, et très ancien. Très ancien. Donc, vous voyez, quand je dis qu'il y a des destructions du droit du travail, c'est quand même des trucs assez sérieux. En matière de droit du licenciement, on n'en est pas là du tout, parce qu'on a une convention internationale, qui est une convention qui a été signée au niveau mondial, c'est la convention 158 de l'OIT, qui intègre un certain nombre de protections minimales en dessous desquelles le droit français n'arrive pas, pour l'instant, à aller. C'est des protections de niveau mondial contre lesquelles le droit français se bat. Hein. Quand on dit que la France est un pays dans lequel le droit du travail est protégé, vous voyez, c'est pas tout à fait aussi évident que ça. Le MEDEF a pris position récemment pour qu'on dénonce cette convention 158, et c'est pas la peine d'aller chercher du côté patronal, puisque nous sommes à Lyon, notre ami Gérard, grâce aux subventions duquel, je vous remercie de me donner la parole. Merci Gérard, a proposé de faire un contrat de travail unique dans lequel il y aurait une période d'essai de 2 à 3 ans. Vous avez vu ? Oui. Bon, c'est une violation de la Convention 158 de l'OIT qui est absolument caractérisée. Il y a très longtemps, il y avait un contrat qui s'appelait le CPE, qui avait une période... c'est que pour les jeunes, là, Gérard Collomb, lui, c'est pour tout le monde. Le CPE qui prévoyait cette possibilité d'avoir simplement 2 ans, 2 ans de période d'essai. Et ça a été non seulement l'objet de grandes manifestations, mais aussi retoqué par la justice et par la Cour de cassation et par l'Organisation internationale du travail comme contraire à la Convention de l'OIT qui prévoit que lorsqu'il y a un licenciement, il faut quand même qu'il y ait une justification. On ne demande pas une justification super importante, mais quand même une justification de l'employeur. Il faut qu'il dise pourquoi il licencie, des trucs comme ça, quoi. C'est presque des règles minimales de politesse, mais ces règles-là, vous ne les avez pas pendant les périodes d'essai, et c'est pour ça qu'une période d'essai de 2-3 ans, c'est plus un essai. Si au bout de 2 ou 3 ans, vous ne savez toujours pas s'il sait faire la vaisselle, c'est que vous êtes vraiment pas doué. Hein, pour essayer un salarié, si vous vous rendez compte, 3 ans, il arrive à bosser, je ne peux pas dire. Ça fait que 3 ans qu'il bosse, j'espère qu'il va y arriver. Ça n'a aucun sens. Donc, en fait, c'est des façons de détruire le droit du licenciement. Alors,
comme d'habitude, on ne va pas détruire le droit du licenciement en une fois. On a déjà eu une loi de 2003 qui a cassé des protections, une loi de 2005 qui en a cassé, la loi du 14 juin 2013 intitulée pour la protection de la sécurité de l'emploi interdit en pratique, rend très très difficile le recours au juge dans les grands licenciements collectifs. Donc on a déjà des lois qui ont abaissé les protections du licenciement. Il en reste, mais comme vous voyez, l'agenda politique est à la continuation de ce mouvement de destruction. Jusqu'où est-ce qu'ils iront? Ça, c'est un mystère. Heureusement qu'on a des protections de niveau mondial qui viennent nous protéger contre ces destructions. Donc vous voyez, c'est quand même relativement rude. Eh bien, ce qui est très curieux, c'est que pendant qu'on a ces destructions du droit du travail, on a... alors ça, j'ai toujours trouvé ça, c'est de la flexibilité qui monte, le dessin de Luz très parlant. C'est sur la sémantique du flexible. C'est important d'avoir un point de vue sémantique sur le sens des mots, c'est toujours important. Donc, bref, ça se casse sensiblement la figure, par petits pas, donc relativement lentement quand même, parce qu'il faut faire beaucoup de petits pas pour détruire les protections, alors que Thatcher y allait à grande foulée, oui. Et ce qui fait que le droit français est encore, à certains égards, protecteur par rapport aux droits étrangers. Hein. C'est très curieux. On a beau dégommer. Alors, pas sur le temps de travail. Sur le temps de travail, on est parmi les meilleurs du monde. C'est fantastique. Mais dans d'autres domaines, on a encore le SMIC, qui fait l'objet d'attaques, bien sûr, mais qui est un salaire minimum qu'on nous envie vraiment à l'étranger. On a encore un peu de droit du licenciement. Il reste encore du droit du travail. Et alors que dans certains pays, tout a été vraiment brûlé. Hein. Il reste vraiment plus rien. Alors cependant qu'on avait quand même ces chutes qui peuvent être inquiétantes, surtout si elles s'étendent dans les autres domaines du droit du travail, et surtout qu'elles ont quand même touché des domaines très importants, au même moment, en matière de sécurité, on a eu d'importantes avancées. Vraiment d'importantes avancées. Alors, je vous remets dans le contexte. On avait bien eu la loi de 1898 sur les accidents du travail, qui était une loi très importante de protection à la fin du XIXe siècle et qui permettait aux salariés accidentés du travail d'être indemnisés. Et puis ensuite, pendant toute la période 1945-1990, on a eu de très nombreuses lois spéciales, règles spéciales qui étaient relatives à tel ou tel métier. Donc on avait des règles de sécurité qui étaient relativement importantes, mais qui étaient des règles techniques. Du genre, il faut qu'il y ait une évacuation d'air de tant de mètres cubes à l'heure, il faut que les appareils de presse, il faut pouvoir mettre les mains en haut et pas les mains en bas. Enfin bref, des règles techniques qui étaient décrites sur toute une série de points et toute une série de postes, sur les échafaudages, il y avait des règles techniques, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas de règles générales. Ce qui fait que lorsque vous aviez un problème nouveau, eh bien, il n'y avait pas de protection nouvelle. Il n'y avait pas de règle générale imposant à l'employeur d'assurer la sécurité de ses salariés. Il n'y en avait pas. C'était presque curieux, puisque ça existait dans la plupart des pays d'Europe. Et pourquoi il n'y en avait pas? Bon, ça peut s'expliquer pour des tas de raisons historiques. Enfin, il n'y en avait pas. Et il a fallu attendre que l'Europe nous impose d'en instituer une. Et on a commencé à avoir une loi dans les années 1990 qui commençait à créer l'idée d'une règle générale en termes de sécurité. Et puis, il a fallu un certain nombre de scandales terribles pour que ça monte. Alors, l'apparition d'une obligation générale de sécurité de résultat, n'y voyez pas une question sémantique, contrairement à la flexibilité. L'apparition d'une obligation générale de sécurité de résultat, c'est la loi à partir de 1990, mais c'est surtout le scandale de l'amiante. Scandale de l'amiante, qui est un scandale énorme, puisque vous savez qu'on connaît le caractère cancérigène de l'amiante depuis les années 1930. Et ensuite, des études, il y en a eu. Dans les années 60, tout le monde était vraiment... En 70, c'était vraiment connu, le lobby de l'amiante, je ne vous refais pas l'histoire, des dizaines de milliers de morts. C'est un bain de sang, l'histoire de l'amiante, et dans des conditions épouvantables, des cancers qui sont particulièrement odieux. Et tout ça à la suite du succès d'un lobbying contraire à toute la connaissance scientifique.
enfin un exemple de ce qui peut se produire de pire. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de produits toxiques, dangereux, utilisés dans des conditions délétères. Et on aura d'autres scandales. Mais la différence, c'est que l'amiante, ça tue vraiment beaucoup. Et on a en Europe des centaines de milliers de morts. C'est vraiment lourd, beaucoup de morts. Alors, on était dans un système de droit qui était encore le système de droit de 1898, qui avait à peine été retouché sur les accidents du travail. Et ce système était très novateur, très protecteur à la fin du XIXe siècle, mais par rapport à l'indemnisation des victimes, au début du XXIe siècle, il était grotesque, mais profondément grotesque, puisqu'on n'indemnisait pas complètement les victimes. Selon ce système-là, il y avait une espèce de... C'est toujours le système des accidents du travail. Il y a une indemnisation qui est forfaitaire. Alors, si vous avez une incapacité de 50%, vous touchez 50% de votre salaire. Et puis, il y a toute une série de préjudices qui ne sont pas compensés. Les préjudices d'esthétique, les préjudices moraux, le préjudice de souffrance, le préjudice de la famille qui perd un proche. Tous ces préjudices ne sont pas pris en compte par le régime des accidents du travail. Donc, on a une indemnisation qui est plafonnée. D'accord ? Alors que dans les autres cas d'accident, ce n'est pas le cas. Notamment pour les accidents de la circulation, vous tombez dans le centre commercial, il y a des obligations de sécurité diverses. Là, vous avez des indemnisations qui sont complètes. Donc les travailleurs de l'amiante étaient indemnisés, mais ils étaient moins indemnisés que n'importe quel accidenté de la route. Donc il y avait quelque chose de pas tenable, d'autant qu'on avait des associations de victimes de l'amiante ou de familles des victimes de l'amiante, puisque quand même ils mouraient la plupart du temps, donc c'est des associations précaires quand c'est vraiment les victimes directement. Enfin bref, à la fin, il fallait faire céder le truc, et pour faire céder ça, la Cour de cassation a fait un bricolage juridique d'une complexité extraordinaire pour faire quelque chose de vraiment contraire à la loi qui limitait l'indemnisation, et pour générer quand même une indemnisation complète en bricolant un machin compliqué que je ne vous raconte pas, mais à partir de ces arrêts amiante de 2002, donc c'est pas il y a si tellement beaucoup longtemps que ça, à partir de ces arrêts amiante de 2002, il y a une vingtaine d'arrêts qui en sont rendus le même jour, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés. Ça veut dire que si un salarié se fait quelque chose, l'employeur doit l'indemniser. Il doit indemniser, il y a les accidents du travail qui payent une partie, et puis s'il en reste, moyennant certaines conditions, c'est encore lui qui paye. C'est un grand progrès juridique, cette indemnisation-là qui a été obtenue. Le deuxième grand progrès juridique qu'on a eu concerne la santé mentale. La santé mentale n'était pas prise en compte, quasiment pas prise en compte dans tout le système antérieur. On pouvait souffrir mentalement tant qu'on voulait, tant qu'on n'avait pas un bras coupé, pas d'indemnisation. Le mouvement là a commencé avec Marie-France Irigoyen en 1998. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est la fameuse question du harcèlement moral. C'est il n'y a pas si longtemps que ça non plus. On comprend à ce moment-là qu'il peut y avoir des perversions, y compris au travail, qui génèrent des souffrances morales extrêmement dures. On parlera assez vite des risques psychosociaux, vous en avez sûrement entendu parler aussi. Tout ça fait énormément de bruit. Enfin, on comprend que la souffrance morale au travail peut être quelque chose de très grave, et on va faire des lois pour essayer de protéger la santé mentale, la santé morale dans l'entreprise. On aura la loi du 17 janvier 2002, qui est la première à reconnaître que la santé morale, la santé mentale, doit être protégée dans l'entreprise à l'égal de la santé physique, 2002, c'est super récent. Et puis, on aura ensuite une meilleure prise en compte de ces troubles psychosociaux, parce qu'on a des épidémies de suicide, on a des trucs très durs qu'on aperçoit dans certaines boîtes. C'est aussi que les méthodes de management ont changé, qu'on est plus individualisé, donc plus intrusif, donc on fait du ranking, on fait des tableaux d'honneur, des tableaux de déshonneur, il y a des méthodes de gestion du personnel qui ont changé, qui sont beaucoup plus brutales que celles qu'on avait, qui étaient plus collectives antérieurement. À la suite de ça, on voit les effets que ça peut produire en termes de stress et de violence sur les personnes. Et ces résultats-là vont donner quelque chose de particulièrement fort chez Orange.
Vous vous souvenez peut-être du scandale de chez Orange. Orange, c'est vraiment, on voit une courbe des suicides qui monte comme ça. Et c'était en même temps qu'il y avait une politique qui était menée et qui était une politique très très dure. Alors il fallait que les gens changent de poste tous les 5 ans au maximum, qu'ils soient... enfin, toutes les nouvelles techniques de management avaient été mises en place à Orange pour mobiliser au maximum cette main-d'œuvre de gens incompétents qui venaient du public en plus, qui avaient été formés pour certains par les France Télécom, enfin, truc de nul. Et donc, il fallait les dynamiser, les privatiser, les essorer, les bouger, quoi, pour les rendre productifs. Et on a eu une vraie épidémie de suicide. Alors, à la suite de ça, on a eu une nouvelle conquête juridique. Le 4 février 2010, on a le rapport Catala. Alors, ce n'est pas le bon docteur Villermé, mais c'est la bonne inspectrice du travail Catala, qui fait un rapport chez Orange dans lequel elle décrit, alors c'est pareil, description des cas. Cas numéro 1, monsieur machin, voilà ce qui lui est arrivé, voilà comment il s'est plaint, voilà ce qui lui est arrivé ensuite, et il est mort le... et ainsi de suite. Cas de monsieur machin, puis comme il y en a des dizaines, vous comprenez, à la fin de la lecture du rapport, vous vous dites, tiens, il y a un problème. Or, ce problème-là n'était pas un problème de harcèlement moral. Parce que le harcèlement moral d'Irigoyen, c'est le pervers. Vous voyez, c'est celui qui vous fait des petits coups dans les dents, qui vous fait mal. Un jour, il vous dit bonjour, un jour, il vous dit pas bonjour, il vous serre la main, il vous serre plus la main. Bon, et à la fin, vous êtes démoli. Mais il fait ça pour vous faire du mal. Chez Orange, rien de tel. Le responsable est quelqu'un qui ne fait pas ça pour faire du mal, il fait ça pour dynamiser. Ce n'est pas un pervers, c'est un manager. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc c'est un manager et il fait ça avec la meilleure foi du monde. Personne ne prétend, personne ne suppose que ce type faisait ça pour faire du mal. Ce serait vraiment lui faire injure. Ce monsieur, c'est Didier Lombard. Bon, voilà. Et il n'est pas pervers. Il est très très dangereux, mais c'est sa méthode de gestion qui est pathogène. C'est différent que de dire la perversité génère une pathologie. C'est la méthode de gestion. Alors le harcèlement moral avait été fait contre les pervers et avec un peu avant Catala, un peu après Catala, à la suite de ces épidémies de suicide, on a le technocentre de Renault aussi un peu plus tard. Enfin bref, on va changer la définition du harcèlement moral en jurisprudence. Et on va dire que ça s'applique aussi aux méthodes de gestion pathogènes. Donc des gens qui sont de bonne foi, a priori, qui veulent juste dynamiser leurs équipes en faisant des tableaux d'honneur, des tableaux de déshonneur, des variations de tâches, des choses comme ça, et qui à la fin tuent des gens et qui sont attaqués au pénal pour harcèlement moral. C'est le cas de Didier Lombard, qui est actuellement inculpé pour harcèlement moral et qui est passible de peine de prison. C'est un grand progrès juridique. Incontestable. Donc vous voyez, on a eu, je ne vous donne pas tous les détails, mais on a eu une vraie évolution du droit en matière de sécurité, une vraie évolution positive. Alors, comment est-ce que tout ça s'explique ? Quelles sont les logiques qui peuvent expliquer l'effondrement d'un côté et de l'autre l'essor ? Ça paraît difficile, parce que les deux sont un peu liés tout de même. Si vous détruisez toutes les protections en matière de temps de travail, les gens vont tomber malades. Donc on protège la santé d'un côté, on détruit les conditions de la protection de la santé de l'autre. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement cohérent. D'accord ? Et alors, qu'est-ce que ça peut expliquer ? On peut le voir comme une espèce, comme quelque chose d'un peu effrayant qui serait un retour très très longtemps en arrière. Au temps du bon docteur Villermé, où la problématique du temps de travail et la problématique de la santé étaient la même. C'est-à-dire qu'il y avait tellement peu de protection en matière de temps de travail que la seule question qui se posait, c'était la santé. Et effectivement, on voit déjà, il y a quelques arrêts de la Cour de cassation qui commencent à intervenir en matière de temps de travail au nom de la santé. Bon, notamment en matière de forfait jour. Il n'y avait pas, là je vous ai dit 60 heures par semaine, c'est une protection qui a été créée par la Cour de cassation, merci.
Parce qu'avant, c'était nos limites. Ça pouvait monter à 74 par semaine. Et parce qu'après, il y a des calculs, il faut quand même pouvoir... Il y a des durées minimales de repos, enfin, je ne vous fais pas le détail. Mais cette protection de la Cour de cassation, pas plus de 60 heures par semaine, a été créée au nom du respect du droit à la santé. Donc vous voyez, on a bien un retour d'une logique de type Villermé, c'est-à-dire on va limiter le temps de travail pour protéger la personne physique qui serait atteinte dans sa santé. Alors évidemment, quand on limite le temps de travail seulement pour la survie, ça ne limite pas beaucoup parce que les êtres humains sont résistants. Donc on pourrait se dire, tiens, il y a un retour effrayant. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Et c'est même, à mon avis, sensiblement faux. Parce que ce qui s'est passé, c'est un véritable essor de la protection de la santé. Et en 1840, vous n'avez aucune règle relative à la santé. Et même actuellement, nos règles relatives à la santé sont bien plus protectrices que celles qui existaient en 1980. Donc, il n'y a rien de comparable véritablement avec la situation du 19e siècle de ce point de vue-là. Nous sommes dans une société qui est beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus sécuritaire. Alors, bien sûr, il y a les changements technologiques, les changements de plein de choses. Hein. Le 19e siècle, il y a très très longtemps. Mais aussi, il y a ça. Quand on regarde les règles fondamentales, nous sommes dans une société dans laquelle la sécurité physique, et d'ailleurs la longévité est bien plus grande, la médecine bien plus développée, et les règles de sécurité beaucoup plus exigeantes. C'est sans commune mesure. Alors, on n'est pas dans une logique de retour au 19e siècle, c'est pas vrai. Je pense que c'est faux. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, nous sommes en train de découvrir un véritable changement. Voilà, les choses changent. Nous ne sommes plus dans les années 70, 1970, et encore moins 1870. Et alors, quel est ce changement ? Alors, pour comprendre ce changement, je vais appeler à moi rapidement deux grands témoins. Le premier n'est pas le hussard sur le toit de Jean Giono, mais quelqu'un qui est plus digne de foi que lui, c'est sa maman. Angelo, le héros du hussard sur le toit, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un type qui traverse la France, ravagé par le choléra, ça meurt à tous les coins de rue, et à ses trousses, il y a toute une bande de tueurs italiens qui veulent sa peau. Donc il s'enfuit, il traverse la France ravagé par le choléra avec des tueurs à ses trousses. C'est dur. Sa maman lui écrit. La gentille maman. Alors, la gentille maman, on imagine la lettre d'une maman normale. Une maman normale, mon chéri, fais très attention à toi, protège-toi, surtout. Bon. Mais non, c'est la mère d'Angelo. Alors, la mère d'Angelo n'écrit pas ça du tout. Elle écrit « J'espère que tu es très imprudent. C'est la seule façon d'avoir un peu de plaisir dans ce siècle de manufacture. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas la même logique que les radars sur les autoroutes, quoi. Donc, on se dit, tiens, d'autres logiques sont possibles, que je ne partage pas d'ailleurs, parce que je suis personnellement favorable aux radars sur les autoroutes. Bon. Et si mes enfants étaient poursuivis par des tueurs avec le choléra, je ne me sens pas capable d'écrire un truc comme ça, moi. Enfin, quand même, il y a du souffle dans la réponse de la mère d'Angelo. On sent qu'il y a quelque chose, hein. C'est une certaine classe. Hein. Sois très imprudent, mon fils. Alors, j'appelle mon deuxième témoin. C'est un monsieur Tocqueville, que vous connaissez bien aussi, et de la démocratie en Amérique et tout ça. Et alors Tocqueville, lui, il dit attention, je vois se lever un pouvoir tutélaire et doux qui serait tout-puissant et qui viendrait régler les détails de votre vie quotidienne, vous assurer le confort, vous assurer... Que ne pourrait-il vous enlever le souci de penser ? Il est là pour vous.
Et il dit ça, c'est une nouvelle sorte de monstre, mais c'est tout à fait effrayant. Alors après, plus tard, bien plus tard, on écrira Le meilleur des mondes, etc. Mais oui, on comprend bien que Tocqueville a peur et que ce qu'enseigne la mère d'Angelo, c'est de ne pas avoir peur et donc de récupérer en échange énormément de liberté. Il y a dans cette problématique de la sécurité quelque chose de rassurant pour les corps et les esprits, mais il y a quelque chose de très inquiétant pour la liberté. Et d'ailleurs, on le sait en réalité, puisque quand on dit sécurité, on sait que si on décline le mot, ça fait sécuritaire. Et quand on dit sécuritaire, on comprend qu'il y a des dérapages possibles. D'ailleurs, obligation de sécurité de résultat. Imaginez qu'on ait une obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'État français, qui devrait obtenir le résultat du zéro atteinte à la sécurité. Il y a des vidéos partout, police partout. Bon, bref, c'est certainement une vision totalitaire, apocalyptique. Et voilà qu'on dit aux employeurs qu'ils ont cette obligation de sécurité de résultat. Est-ce que ça ne pourrait pas avoir des effets légitimement très forts vis-à-vis d'un essor de l'autoritarisme patronal? La réponse c'est oui. Dans cette montée de la sécurité, il y a des aspects positifs. Je suis très content qu'on rémunère correctement les victimes de l'amiante, que je suis favorable au harcèlement moral managérial, parce qu'il y a des formes de... Bon, je soutiens ce mouvement. Mais j'en suis conscient tout de même de l'appui que ce mouvement sécuritaire permet à l'essor d'un véritable autoritarisme. Je vous en donne un exemple. C'est l'article 31, 21, 46 du Code du travail, qui oblige, en matière de forfait jour, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la forme la plus déréglementée, la plus dangereuse d'organisation du temps de travail, celle dans laquelle on peut travailler 60 heures, payer 35, c'est le truc qui est le plus dangereux. Le législateur a prévu une disposition protectrice, parce que c'est très déréglementé. Et il dit, article L31, 21, 46, pour les salariés qui sont au forfait jour, l'employeur doit, parce que c'est quand même dangereux, faut faire attention, eh bien, il doit, tous les ans, organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié qui porte notamment sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié. Parce qu'il ne faut pas lui faire du mal au salarié, tout de même. Et comme cette organisation-là est extrêmement dure, on impose à l'employeur, tous les ans, il va avoir un entretien qui porte sur l'articulation de son activité professionnelle et de sa vie personnelle et familiale. Et alors, avec votre mari, le soir, vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va quand même? Et, mais d'ailleurs, vous avez un conjoint? Ah, c'est bien. Je suis con. Vous voulez faire des enfants, pas d'enfants? Non, mais je suis obligé de vous poser ces questions en vertu du Code du travail. Vous vous rendez compte? Alors là, on voit très très bien comment tout peut s'agencer. La déréglementation du temps de travail génère un pouvoir gigantesque du patron sur les salariés. La problématique de sécurité légitime un pouvoir gigantesque du patron sur les salariés. Les deux, à ce moment-là, fonctionnent tout à fait bien ensemble pour construire et légitimer potentiellement un autoritarisme patronal d'un type vraiment nouveau. D'autant que nous avons des technologies modernes, vous savez, de surveillance, de contrôle. Donc, ce qui est cohérent dans l'essor de la sécurité et dans la destruction des protections, ce qui est cohérent, c'est la montée de l'autoritarisme. Alors, ça n'explique pas tout, mais le fait que ces deux mouvements-là trouvent une cohérence dans cette montée-là, et pas mal d'autres indices qui montrent qu'effectivement certaines formes d'autoritarisme sont bien plus effrayants aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'années, il y a là quelques indices, en tout cas concordants, qui laissent à penser qu'on assiste peut-être à une certaine évolution de la société vers quelque chose d'assez effrayant. D'assez effrayant d'autant plus que cette montée de l'autoritarisme n'est pas un phénomène qui est spécifique au droit du travail.
Je ne vous raconte pas ce qui se passe dans le reste de la société, que vous connaissez fort bien. L'autoritarisme n'est pas une valeur qui monte seulement en droit du travail. Actuellement, les élections prud'homales coûtent trop cher. Bon, il faut supprimer les élections parce que ça coûte de l'argent. Oui, mais on va faire des économies sur les élections. Et c'est pareil pour les régions ou les départements. Il y a trop de départements, donc ça coûte très cher d'élire. Si on pouvait élire beaucoup moins de gens, on y gagnerait. On y gagnerait moins de démocratie. Et aussi plus d'autorité, mais ça tombe bien parce que c'est bien, ça, l'autorité. L'école du 19e siècle où on tapait sur les doigts des élèves, c'était formidable. Il faut interdire la gourka parce que il faut que l'ordre règne dans les rues, et ça fait des disparités. D'ailleurs, on devrait interdire un peu plus. Enfin, bon, bref, les choses montent très très vite. Vous avez vu, c'est très très dur. Et finalement, on trouve une vraie cohérence dans cette évolution du droit du travail avec le reste de la société. Ces corrélations-là, en conclusion, que dire juste une chose, les inégalités sont très dures et elles sont croissantes, ça vous l'avez remarqué. Donc les gens pensent à ça beaucoup et très facilement. Il faut lutter contre les inégalités, ça va de soi, et c'est vrai. On pense un petit peu moins au fait que, de manière corrélée, monte aussi l'autoritarisme. Et donc, il m'apparaît utile de lutter simultanément contre ces deux évolutions de notre société, comme cela a toujours été le cas. À chaque fois que vous avez une lutte pour plus de liberté, plus de démocratie, vous avez toujours en même temps une lutte pour moins d'inégalités, plus de social. Le dernier cas bien important d'un point de vue historique, c'est ce qui s'est passé en Tunisie, où vous avez eu une révolution pour la démocratie, et en même temps, tout est parti d'un chômeur qui se plaignait de ses conditions sociales, Bouazizi, qui s'est suicidé. Donc, c'est corrélé. Si vous regardez dans l'histoire, cette corrélation est toujours présente. Et ici, on a un essor des inégalités, un essor de l'autoritarisme, et donc une forme d'urgence dans la résistance qui me semble particulière. Je vous remercie. Merci beaucoup. Des questions dans la salle ? Il vous faut un petit peu de temps pour digérer tout cela. Oui, bonsoir. Pour continuer dans la perversité, aujourd'hui, on est dans la création de son propre emploi. Il faut chercher la création de son propre emploi. Et dans l'auto-entreprise, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, moi, ce que j'en pense, c'est assez simple. Ou c'est vrai, ou c'est faux. C'est-à-dire que si vous êtes un travailleur indépendant et que vous arrivez, avec votre travail indépendant, à construire un revenu suffisant, vous êtes à la fois protégé de la subordination et de la misère. Je trouve ça génial. Génial. Maintenant, ce qui apparaît souvent, ce sont des faux indépendants. Donc vous êtes dans une situation de subordination complète parce que vous travaillez pour quelqu'un et vous n'avez qu'un seul donneur d'ordre, et donc vous êtes sous sa domination totale. Seulement, on vous a donné un statut qui est un statut d'indépendant. En fait, ça veut dire que vous avez la domination subie et pas les protections contre cette domination subie. Donc là, on se retrouve dans des situations qui sont extrêmement, extrêmement dures. Mais oui, l'idée que les gens créent leur emploi et créent leur autonomie, ça ne me choque pas du tout. Je trouve ça super bien. En revanche, lorsque c'est pour de faux, et malheureusement c'est souvent pour de faux, alors là on est dans des formes d'exploitation qui sont les plus dures et donc les plus condamnables. J'ai entendu que certains employeurs demandaient à leurs employés de quitter, de faire leur propre boîte pour être sous-traités. En fait, après, on se retrouve sans protection sociale. Voilà. Enfin... Donc là, vous êtes dans l'archétype de la fraude. Puisque vous avez ça, quand les employeurs font ça existe. Ce que vous racontez est tout à fait exact. C'est relativement fréquent. Enfin, on a des tas d'exemples. Et donc, vous avez des gens qui sont en réalité des salariés, qui sont totalement subordonnés à leur ancien employeur, qui ont parfois même conservé le même métier et qui adoptent le statut d'indépendant juste pour éviter à l'employeur toute une série de charges.
et notamment pour empêcher toute protection. Dans ce cas-là, évidemment, c'est très grave. Juridiquement, la plupart du temps, la fraude est décelable. C'est-à-dire que juridiquement, la plupart du temps, les salariés pourraient se refaire qualifier de salariés. Mais évidemment, ça suppose du procès, du machin, et la perte de l'emploi par un autre biais. Donc, on n'a pas de procès, pour l'instant, de requalification comme ça, parce que ce sont des gens qui sont en situation de faiblesse, en situation de précarité, et donc ils font pas ce genre de procès. Et donc, la pratique s'étend de manière assez inquiétante, effectivement. En fait, c'est la question de la précarité du travail en général, parce qu'il y a les auto-entrepreneurs qui se font bananer comme ça, il y a les vacataires, il y a des tas de statuts qui sont précaires et qui font qu'on n'a pas de défense finalement. Oui, les statuts les plus faibles sont ceux qui se défendent le moins, parce qu'ils sont plus faibles. Et donc, ils sont plus fragilisés. Donc, c'est tout... Comment dire ? Plus le droit est censé protéger des personnes faibles, et moins il s'applique. Et d'ailleurs, moins il y a de droits qui les protègent, mais c'est une espèce de constante qui est terrible, hein, et ancienne. C'est-à-dire que les luttes sociales n'ont jamais été menées par les plus fragiles, parce qu'ils sont trop fragiles. Il marche pas le micro, si, il marche. Je vais repartir de votre raisonnement qui est de dire que l'obligation de résultat qui pèse sur l'employeur provoque, ce que vous avez dit, la montée de l'autoritarisme. Mais alors, moi, je me pose la question par rapport aux obligations de résultat ou même aux normes strictes, notamment sur le licenciement ou sur les contrats de travail. C'est-à-dire, est-ce que ce même raisonnement que vous avez développé en matière de sécurité peut être fait sur le droit du licenciement, etc. Donc évidemment, ça s'est fait par le patronat qui explique que le droit du travail est un carcan, etc. Ma question elle est là-dessus, c'est-à-dire que si on développe votre logique, on se pose la question aussi que imposer des limites au licenciement, c'est peut-être provoquer de nouveau une réaction un peu forte du patronat sur ces questions-là, etc. Donc, quel nouveau code du travail on pourrait imaginer, et donc là je vous pose la question, qui a en ce moment, qui germe un peu de partout, c'est la question d'un nouveau statut du travail, d'une sécurité sociale professionnelle. On parle même, en voulant de s'inspirer du modèle des intermittents pour en faire un droit nouveau, un statut nouveau. Est-ce que ces pistes-là sont pertinentes, ou est-ce que c'est tout simplement lâcher la proie pour l'ombre, ou au contraire, ce qui permettrait d'éviter d'avoir un peu un projet émancipateur qui éviterait un peu des réactions violentes du patronat en termes de totalitarisme. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair. Alors, la baisse du droit du licenciement, c'est la baisse de protection, donc la montée d'une possibilité de licencier, comme les gens sont attachés à leur emploi en période de chômage, c'est donc la montée d'une pression, et donc c'est un danger supplémentaire en termes d'autoritarisme. Mais d'un autre côté, comme on parle de sécurité sociale professionnelle, on parle aussi de garanties supplémentaires qui permettraient aux personnes qui viennent d'être licenciées de retrouver une sécurité du salaire, qui est quand même le plus important, et de formation, qui leur permettrait de trouver donc une moins grande crainte du licenciement. Et donc ceci pourrait contrebalancer cela, et on pourrait effectivement, sur la sécurité sociale professionnelle, il y a beaucoup de projets qui ont été développés et qui ne sont pas inintéressants du tout. Cependant, si je devais dire quelque chose là-dessus, je dirais attention, on a une forme d'escroquerie. L'escroquerie est la suivante. Il est tout à fait possible de socialiser une partie du salaire supplémentaire, c'est-à-dire d'augmenter les cotisations sociales pour avoir un meilleur droit du chômage. C'est ça la sécurité sociale professionnelle, c'est un meilleur droit du chômage, plus de protection, des formations plus qualifiantes. Tout ça a un coût. Et ce coût-là, il faudra l'assumer en ayant des cotisations sociales supplémentaires. Alors, c'est un choix de société qui est tout à fait possible. On peut très bien dire plus de cotisations, donc plus de prélèvements obligatoires, et en échange une meilleure protection. C'est un choix qui a été fait dans certains pays, et on peut penser que c'est un choix judicieux, et donc l'approuver, vous voyez ce que je veux dire. Mais l'échange est ici.
vous avez plus de prélèvements obligatoires, plus de protection. Ou alors moins de prélèvements obligatoires et moins de protection. Vous socialisez une plus ou moins grande part de votre salaire, et moyennant quoi vous avez une plus ou moins grande protection. Voilà l'échange. Alors on dit actuellement, en gros, avec cette question de la flexicurité, de la sécurité sociale professionnelle, on dit aux salariés, ou c'est pas tout à fait pareil, j'ai reconnu, la terminologie cégétiste est tout à fait différente de la terminologie de l'Union européenne, je suis entièrement d'accord. Oui, moi-même, je connais les substances, les subtilités langagières. Vous avez raison de me reprendre. Mais il y a des points communs, hein, parce que d'ailleurs, c'était Suppiot qui était à l'origine de l'une, qui a été reprise par l'autre. Enfin, bon, bref. Mais sans rentrer dans ces trucs-là, on dit, là où est l'escroquerie, c'est la chose suivante. On dit aux salariés, vous voulez plus de protection, eh bien, vous devez cotiser davantage. Normal. Parce que les cotisations sociales sont toujours prises, finalement, sur le salaire. Donc là, on a un débat, mais qui serait parfaitement légitime. Oui, on peut dire, est-ce qu'on veut plus de protection? On voit très bien l'échange, et là, le débat est juste. Seulement vient se rajouter par-dessus, comme par enchantement, la question du licenciement. Et en fait, le patronat dit la chose suivante. Libéralisez le droit du licenciement, laissez-nous licencier quand on veut, et en échange, nous vous laisserons cotiser davantage pour de plus grandes sécurités. Alors on dit, non mais, ça ne va pas. D'un côté, l'échange est fait. De l'autre, que donnent les employeurs en échange de leur droit de licencier? Absolument rien. Vous voyez, c'est là qu'il y a une escroquerie. Or, c'est présenté en balance. On dit continuellement, bon, on va libéraliser le droit du licenciement, mais créer en échange une meilleure assurance chômage. C'est une escroquerie, car ceci n'est pas donné en échange de cela. La meilleure assurance chômage, elle sera donnée en échange de cotisations, pas en échange d'une baisse des protections de licenciement. La question de la baisse des protections en termes de licenciement est une question indépendante. Alors après, on peut dire qu'il faut libéraliser le droit du licenciement et les employeurs doivent pouvoir licencier quand ils veulent. C'est une position politique qui existe et qui est tout à fait défendable. On peut dire à l'inverse, il est bon qu'un certain nombre de protections existent, autre position politique tout à fait défendable. Mais ces positions politiques ne sont pas à mettre en balance avec la possibilité pour les salariés d'obtenir des sécurités supplémentaires en échange de leurs cotisations supplémentaires. Donc c'est pour ça que dans ce débat-là, il y a une forme de... Oui, il y a quelque chose qui est mal fagoté, quoi. Oui, moi je voudrais dire par rapport... Alors je n'avais pas pensé au début, quand j'ai voulu intervenir, répondre par rapport à ça, mais une personne, effectivement, sur un marché m'avait dit que c'était de l'intérim généralisé, ce genre de flexi-sécurité. Voilà, mais bon, moi ce que je voulais dire plutôt, c'était par rapport aux syndicats. J'ai l'impression qu'avec cette évolution du droit du travail, les syndicats n'ont pas joué leur rôle de protection, effectivement, de défense des travailleurs. Ça dépend des syndicats. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, certaines évolutions ont été signées par la CFDT et d'autres non, et pas par les autres. Et donc la CFDT a signé certaines destructions importantes du droit du travail, notamment en termes de temps de travail, notamment en termes de licenciement. La loi de 2013 que j'ai citée a été validée par la CFDT. Et que la CFDT n'ait pas joué son rôle de protection, en l'occurrence, ça me semble tragiquement évident. Et en fait, il se trouve que la Confédération, ce qui est un syndicat, hein, mais bon, la France est composée de salariés qui votent, comme vous savez, en partie pour Sarkozy, en partie pour Hollande, et que leurs syndicats ressemblent à leurs opinions politiques, c'est pas tellement étonnant. Et le discours économique dominant, et qui convainc, y compris les dirigeants de certaines grandes centrales syndicales, c'est que le droit du travail est un coût très important et que tant qu'on le maintient, eh bien ceux qui sont dans le droit du travail et la protection sont bien protégés, mais c'est au prix du chômage, au prix de la précarité, au prix de tout ça. Et donc les CFDTistes de bonne foi disent nous devons détruire le droit du travail ou certains morceaux de droit du travail pour favoriser les chômeurs, les précaires, et que nous soutenons. Donc ils ne font pas ça méchamment, mais c'est qu'ils sont convaincus par un discours qui est à mon avis erroné. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais du fait de ce que je pense que c'est un discours erroné,
je considère qu'effectivement, ils ont lâché des protections très, très importantes et qu'ils n'ont pas rempli leur rôle de défense des salariés. Vous pouvez moins dire ça d'autres syndicats comme la CGT qui se sont bagarrés et qui ont perdu. Ils ont juste perdu. Voilà. Mais en même temps, au niveau gouvernemental, le fait de faire passer, disons qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de tous les syndicats pour faire passer une loi. Là aussi, c'est une manière pour le gouvernement de favoriser, de permettre cette évolution du droit du travail, puisque des syndicats pas forcément représentatifs, il suffit d'en avoir, je crois, 3 qui signent, et bien du coup, la loi passe, enfin, ou l'accord passe. Oui, tout est fait. Voilà, mais on a une cohérence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le gouvernement est convaincu, et c'est le cas, ils sont vraiment convaincus, donc de bonne foi. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des escrocs, des voleurs qui voudraient s'en mettre plein les poches en détruisant les protections. Il y a des gens comme ça qui cherchent leur intérêt. Mais je pense que c'est bien plus grave que ça. On a des personnes qui sont vraiment convaincues qu'en détruisant les protections, on favorisera l'économie, on favorisera l'emploi et que ça finira par bénéficier à un maximum de personnes. Alors évidemment, c'est faux. Ça s'est passé en Angleterre. En Angleterre, ils ont tout détruit. Bon, alors, où sont les gains pour les pauvres gens ? Mais le PIB par tête est beaucoup plus bas en moyen. Le PIB par tête moyen, et encore je prends le PIB qui est un indicateur, mais le PIB par tête moyen en Angleterre est beaucoup plus bas qu'en France. Ils ont, à force de détruire, on a réussi à détruire. La destruction détruit. Et on autorise la paupérisation, eh bien on l'obtient. Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, c'est ce qui s'est passé en Angleterre. Et la France, qui a conservé des protections, notamment l'assurance chômage française, elle est comparativement à celle d'autres pays, pas si mal. Hein. Franchement, vous faites du droit comparé, les Français, de ce point de vue-là, c'est pas mal. Et ces protections sociales qui nous restent, un peu de ci, de là, ont fait que la France est un pays moins pauvre. Alors évidemment, qui s'appauvrit, hein, parce que... Bref, le discours est faux, mais il a convaincu toute une part de l'intelligentsia, quasiment toute, et elle est totalement dominante dans les sphères gouvernementales, totalement. Et donc, ils pensent que, rationnellement, il faut détruire les protections. Et donc, tout ce qui favorise la destruction des protections, ils l'encouragent, de bonne foi. Et donc, tout ce que vous dites est juste. On va faire si on peut avoir des conventions minoritaires ou des conventions faibles qui permettent des destructions, on va les favoriser, etc., etc. Moi, je voulais savoir si vous pouviez nous parler de l'évolution et du rôle de la jurisprudence. C'est aussi une norme de droit du travail. J'appelle à la barre Philippe Vaquet. La jurisprudence est une source très importante du droit du travail. Un monsieur très modéré qui s'appelle Philippe Vaquet, un monsieur très, très centriste, soigné de sa personne, mais qui avait quand même, quoi. Il faut aussi protéger les pauvres gens, quoi. Il y a un côté catho, hein, aussi. Bon, bref. Et a eu une influence considérable pendant quelques années sur la chambre sociale de la Cour de cassation. Il a abattu un travail considérable. Et il a eu un impact qu'on mesure d'autant mieux qu'il n'y est plus, la chambre sociale. Quand il y était, il était plutôt agaçant, même un peu autoritaire, un peu catho. Mais du coup, on a quand même eu une jurisprudence. C'est la Cour de cassation, hein, c'est pas un truc de gauchiste. Hein. Ce sont de vieux magistrats issus, pour la plupart, de Sciences Po ou de grandes écoles, issus de milieux très bourgeois. Enfin bon, bref, c'est pas d'eux que va venir. Mais c'était quand même. Sous l'influence importante de Vaquet, on avait une jurisprudence qui a préservé certaines protections, alors même que le législateur s'acharnait pour les flinguer. Donc on a eu vraiment des bagarres législateur-Cour de cassation, où la Cour de cassation résistait à l'influence du législateur qui essayait de détruire des protections. C'est fini. C'est progressif. Mais là, je trouve que la jurisprudence file un mauvais coton, quoi.
Vaquet, il a arrêté en 2010 à peu près. Mais c'était progressif parce que, comment dire, la jurisprudence Vaquet, c'est pas quelque chose. Vous voyez, la Cour de cassation, c'est une institution qui c'est un gros paquebot, hein, donc ça vire pas sur les chapeaux de roue ces trucs-là. Donc ça commence à devenir sensible. Je trouve que la jurisprudence de la Cour de cassation laisse passer maintenant des gros trucs. Des arrêts comme celui de 2012 là, que je viens de vous citer sur l'hôtel avec le salarié permanent, du temps de Vaquet, c'est même pas la peine. Jamais ça passe, des choses pareilles. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a pas mal de situations. Fut un temps, c'était difficile de trouver des arrêts de la Cour de cassation ignobles. Vous en trouviez des mauvais, vous n'étiez pas d'accord. Mais c'était jamais ignoble, c'était discutable, antipathique, à la rigueur. Là, on en voit passer quelques-uns. Cette histoire de... Bon, là, je vais vous donner un exemple. Cette histoire de personne qui est dans sa chambre, qui change de chambre, soi-disant à domicile. Les magistrats qui ont rendu ça sont indignes. Et ce n'était pas du tout obligé d'un point de vue juridique. Hein. On pouvait très bien interpréter différemment. Il y en a de plus en plus d'arrêts qui sont inspirés de cette idée-là, selon laquelle, ah oui, mais si on ne lâche pas l'économie, il faut comprendre quand même, il faut que l'entreprise fonctionne, et s'il ne peut pas dormir sur place, qui s'occupera de l'hôtel? Ce genre de raisonnement. Bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous entendre, en fait. Ça fait plaisir de vous revoir. C'est gentil. Par contre, je vous trouve assez bienveillant, en fait, avec les décideurs économiques. Vous dites qu'ils sont effectivement peut-être de bonne foi. En fait, à ma manière, je dirais qu'ils sont des ignorants profonds en économie. Je n'ai pas des langues de bois. Pourquoi? Parce que, en fait, ils s'appliquent les principes de l'économie néolibérale, que par ailleurs, dans d'autres visions économiques, c'est un non-sens, en fait. Et c'est un non-sens pour plusieurs raisons. Tout simplement, la première, c'est que si on regarde un peu plus finement la question de la protection sociale, c'est là que je voulais poser une question. La protection sociale, en réalité, il faut la penser avec ses ambivalences. Donc on est toujours en réalité dans une société qui n'est pas homogène. Donc la rhétorique de ceux qui décident, y compris au niveau vraiment de la loi et de l'économie, ça consiste à homogénéiser, à faire une France comme si on était vraiment tous dans le même bateau, comme dit le MEDEF. Hein. On se serre les coudes, tout simplement. C'est une plaisanterie. Pourquoi? Parce que même Thomas Piketty parlait des inégalités. Et si on regarde la question des inégalités, la question mal posée, celle qui consiste à dire si vous voulez un peu plus de protection, on va faire un petit peu plus de licenciement, c'est une plaisanterie, c'est une blague. Pourquoi? Parce que même Thomas Piketty, qui va de plus en plus être connu, parce qu'il dit la question, ce n'est pas ça, c'est tout simplement la mauvaise répartition en fait, des dégâts. La richesse, elle existe, elle est très très mal répartie. Donc du coup, je m'interroge pourquoi on continue à sortir des vieilles lunes qui consistent à dire, en échange d'une protection, on va effectivement assouplir ce que vous avez gagné difficilement par l'histoire en tant que pays, comme protection à minima, puisque quand même, il ne faut pas oublier, comme vous l'avez très bien montré, que c'est difficile, c'est une bataille qui ne s'arrête jamais, on progresse un petit peu, on recule énormément. Donc moi, tout simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Peut-être pour bien faire comprendre ma question. Donc, c'est une question mal posée. Le droit, il a effectivement un rôle à jouer, à condition qu'il soit délimité à la fois par la question économique, qui est en production de richesse, comment on partage cette richesse-là, et deuxièmement, par la question morale, puisqu'effectivement, le vécu des personnes, quand elles, c'est pas une plaisanterie, quand elles sont dans les sociétés où il y a des morts, il y a de la souffrance, c'est un vécu personnel. Et donc il faut aussi réfléchir à ça et éviter qu'il y ait quand même, sous prétexte des techniques managériales, une pression constante sur la vie quotidienne des personnes, quoi, en fait. Dans votre remarque, il y a l'idée qu'il y aurait des gens de mauvaise foi. Il y en a. Vous avez des lobbyistes du MEDEF qui sont totalement de mauvaise foi, qui arrosent pour obtenir des choses qui vont dans leur sens et qui permettent de déséquilibrer les débats intellectuels en favorisant grandement ceux qui vont dans leur sens et en défavorisant grandement ceux qui ne vont pas dans leur sens.
Donc vous avez des gens mal intentionnés, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, et puis vous avez vraiment des gens qui sont là, j'en ai rencontré, qui ont vraiment les valises de billets pour favoriser les uns et essayer d'empêcher les autres. Et ça produit des effets considérables, c'est-à-dire que dans certains cas, on peut regarder ce qui passe dans la grande presse et ce qui passe dans la presse scientifique. Dans la presse scientifique, c'est équilibré, dans la grande presse, c'est complètement déséquilibré. Donc ça marche. Donc oui, il y a des choses de ce type-là. Maintenant, j'en ai rencontré pas mal, moi, de ces économistes ou de ces gens de l'intelligentsia ou de ces technocrates, ou on les appellera comme on voudrait, qui sont de bonne foi. Ils y croient. Et on peut croire à des choses idiotes. Bref. On a tous des exemples en tête. Seigneur, pardonne-moi. Et donc, et les gens y croient. Alors pourquoi pas un raisonnement économiste simpliste? Franchement, c'est quand même sensiblement plus rationnel que la transsubstantiation. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si le cas de l'astreinte permanente que vous évoquiez pourrait s'apparenter au contrat 0 heure à la britannique. Et est-ce que vous savez si une mouture française de ce contrat est dans les tuyaux législatifs? Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que le contrat de 0 heure? Le contrat 0 heure britannique, non, vous ne connaissez pas? C'est un contrat d'hyper-flexibilité qui est signé à plus, il y a, je crois, 1 400 000 qui sont signés déjà en Grande-Bretagne, voilà, qui permet d'avoir le salarié à sa disposition à n'importe quel moment pour venir travailler 1 heure, 2 heures. Alors, le renvoyer chez lui. Actuellement, en droit français, c'est illégal. Sauf quelques exceptions. Donc, ça peut devenir légal. Voilà. En principe, c'est illégal. Mais tout est dans les exceptions. Dans certains cas, ça peut devenir légal. Et il suffit qu'on soit dans ces certains cas pour que ce le soit. Ça n'existe pas en pratique, à ma connaissance. Mais ce n'est pas la peine de faire un contrat de 0 heure. Vous faites un contrat de 10 heures en moyenne par semaine sur l'année. Alors là, sans problème, c'est légal. 10 heures par semaine en moyenne sur l'année, ça fait tic-tic, vous calculez. Et après... il faudra avoir recours un peu à la personne de temps en temps, mais vous pouvez obtenir, et ça c'est tout à fait légal actuellement en droit français, une disposition de tout le temps de la personne pour l'équivalent d'un tiers de SMIC. Parce que vous allez modifier ses horaires quand vous voulez. Vous voyez ? Et donc vous allez pouvoir avoir des personnes qui sont entièrement à la disposition d'autres, non pas pour un salaire, mais pour un ersatz de salaire. Ça, c'est actuellement possible en France. Et non seulement c'est possible, mais c'est très pratiqué. Dans la grande distribution, les agents de caisse, qui sont des agentes de caisse souvent, sont souvent des travailleurs qui sont à la fois à temps partiel et dans des systèmes de très grande flexibilité du temps de travail, donc qui sont dans des mises à disposition quasi permanentes, dans la limite de l'amplitude de l'ouverture du magasin. Enfin, tout de même, ils sont pas mal ouverts, ces magasins. Et le tout pour un demi-SMIC ou un tiers de SMIC. Donc non, il peut y avoir des trucs très très durs, oui. Même sans être jusqu'au contrat à 0 heure. Oui, bonjour. Alors, moi, je voulais faire peut-être une critique. Enfin, je ne sais pas si je peux me permettre. J'ai beaucoup apprécié votre propos, mais c'est en fait... Bon, effectivement, il y a deux évolutions qui peuvent paraître paradoxales, et en fait, vous recherchez une explication unique à ces deux évolutions, un peu comme s'il y avait une espèce d'être suprême qui souffle d'un seul sens sur la société. Et j'ai l'impression que ce n'est pas forcément ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément d'explication unique. On a d'un côté, d'ailleurs, on le voit très bien dans en fait, ce que vous avez exposé, c'est-à-dire que la destruction des droits, elle relève du pouvoir du législateur ou du gouvernement, donc des politiques, sous l'influence du monde économique. Et par contre, la récupération d'un petit peu de protection par le biais de la réparation, souvent, elle relève de bricolage, comme vous l'avez dit, de la Cour de cassation, donc des juges, éventuellement un petit peu sous l'influence des conventions internationales ou européennes,
Mais voilà, on n'a pas en fait, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont à l'origine des deux types d'évolution. Donc du coup, on a peut-être plutôt un courant un peu économiste et très froid, et puis un courant un peu humaniste qui essaye de rattraper les choses. Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses comme ça? Parce que l'explication de l'autoritarisme patronal, effectivement, ça va déboucher peut-être là-dessus et légitimer cela, mais c'est pas de là que ça vient. C'est pas, voilà. Merci. Alors, il y a des choses que vous dites qui sont, pour moi, parce qu'on peut aussi être en désaccord, hein, il n'y aurait pas de problème. Mais il y a des choses sur lesquelles on est vraiment d'accord. Par exemple, je ne crois pas à un espèce de grand Manitou qui tirerait vraiment pas. Les choses sont bien plus compliquées que ça, etc. Et en réalité, il n'y a pas de grand Manitou. Et donc, je ne voudrais pas... Si je l'ai fait comprendre comme ça, c'est une maladresse de ma part. Mais en tout cas, moi, je ne pense pas qu'il y ait une espèce de grande puissance malveillante qui viendrait accroître son autoritarisme habilement en favorisant telle direction et en abîmant telle autre, et qui serait là en train de faire « haha, je renforce mon pouvoir ». Vraiment, c'est pas du tout ça qui se passe. Les choses sont bien plus compliquées, et ça, c'est pas du tout ce que je pense. D'ailleurs, je ne crois pas au grand Manitou, tout ça. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous avec ça. Tout ce que je voulais dire, mais je l'ai peut-être fait maladroitement, c'est que ces deux mouvements, dont les sources sont effectivement diverses, complexes, puis l'association de l'amiante, vous ne pouvez pas les considérer comme des espèces de complices, de grands méchants patrons, c'est grotesque, vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, ce que je voulais dire, simplement, c'est que ces deux mouvements avaient quelque chose de commun dans le fait qu'ils produisaient tous deux de l'autoritarisme possible. Pas exprès, mais que c'était quand même deux mouvements qui renforçaient l'autoritarisme et que ça s'inscrivait bien dans une montée globale de l'autoritarisme de la société. Sans grand méchant, c'est juste une constatation. Suffisamment effrayante pour moi. Hein. C'est-à-dire que je vois les sociétés qui évoluent, je ne sais pas quelles sont, c'est compliqué, après d'où ça sort, les acteurs, etc. Mais je vois les sociétés qui dérivent comme ça, sous ces deux effets conjugués. Alors ensuite, vous dites que ce n'est pas les mêmes, et c'est plus intéressant que ça, parce que ce sont les mêmes en fait. Il y a beaucoup de lois qui sont... Là, je vous ai parlé de la jurisprudence sur les arrêts amiantes, mais je vous ai aussi parlé de la jurisprudence qui ouvre de la flexibilité. Et je vous ai aussi parlé de la loi de 2002, qui est une grande loi d'avancée, vraiment, qui est prohibition du harcèlement moral, la santé mentale sera protégée à l'égal de la santé physique. Grande loi de 2002, qui fait vraiment progresser la cause de la sécurité, et qui est rendue à peu près au même moment où on voit comment se replier des protections en termes de temps de travail. Les lois Aubry, c'était en 2000, etc. Donc, en fait, les mêmes acteurs, pour le coup, la loi de 2002 et la loi de 2000, c'est la même majorité, ils sont au pouvoir en même temps, c'est les mêmes députés, ils ont les deux mouvements. Ils ont le mouvement de déréglementation du temps de travail et ils votent la protection de la santé. Parce que déréglementer le temps de travail, bon, pour la compétitivité, tout ça, ils trouvent ça très bien. Mais attention, ils disent quand même, il ne faut pas porter atteinte à la santé des gens. Là, c'est une espèce de truc qui reste encore très sacro-saint. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est chez les mêmes personnes, vous trouverez cette volonté de déréglementer gentiment pour fournir des emplois aux précaires, et tout en disant, mais bien entendu, jamais nous ne toucherons à la protection de la personne, à la protection de la santé. Et donc, ils vont faire en même temps des lois de protection de la santé. Et de tout à fait de bonne foi, et sans vouloir faire je ne sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a bien ces deux évolutions-là qui sont conduites par les mêmes personnes. Et d'ailleurs, même au sein du MEDEF, vous aurez des gens qui disent on est pour la déréglementation, sauf quand tout d'un coup on sort la santé, ils se replient. Et les mêmes combats judiciaires menés au nom de la lutte contre l'exploitation, le temps libre, toutes autres valeurs possibles, échouent, alors que on les fait gagner, les mêmes, au nom du stress excessif, de la santé des personnes, des choses comme ça. Donc actuellement, dans l'argumentation, on gagne juridiquement quand on argumente santé et on perd avec les autres argumentations. Donc vous avez bien vous voyez ce que je veux dire? Il y a bien ces deux mouvements à la société qui sont en partie antinomiques, hein, je ne dis pas que c'est la même chose, qui sont portés par des acteurs en partie différents, mais qui se rejoignent aussi et qui ont quand même une signification commune, enfin c'est un effet plutôt. Certains effets communs. Donc là, peut-être qu'on est plus compatibles comme ça. Merci en tout cas de m'avoir permis de clarifier un peu. Alors, on va prendre une dernière question, puis on va s'arrêter là.
Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure, en parlant de la CFDT qui avait légitimé certaines destructions du droit, d'une représentativité finalement, d'une certaine divergence au sein de la population. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement plutôt parler d'un problème de représentativité des syndicats, de la même manière qu'on commence à parler d'un problème de représentativité de nos représentants politiques, où on se rend compte finalement au niveau politique que oui, on a des élections tous les 5 ans, qu'on va voter pour des gens, sur des programmes, sur des idées, et puis que malgré ces élections, malgré ce choix, finalement, on peut avoir des décisions qui vont être à l'encontre de ce qui avait été dit dans le programme. Et il me semble qu'en plus de ça, il y a un biais au niveau des représentants syndicaux qui est qu'on ne vote pas pour des centrales syndicales au niveau national, mais qu'on va voter pour des gens, des collègues bien souvent, qu'on connaît dans l'entreprise pour des problèmes de l'entreprise. Donc est-ce qu'on ne peut pas, plutôt que de parler de représentativité, d'une certaine divergence au sein de la société, d'un réel problème de représentativité de la société ? La représentativité, la représentation, ça a toujours été un problème de toute façon. C'est-à-dire que les élus n'ont jamais ressemblé aux électeurs et c'est pas quelque chose de nouveau que cette difficulté-là. Est-ce que c'est quelque chose de croissant ? Je ne sais pas. Peut-être. C'est difficile à mesurer. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas dire que les représentants politiques des années 60 ressemblaient à leurs électeurs. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas ? Non plus. En revanche, je dirais quand même que les représentants syndicaux représentent un peu plus les adhérents syndicaux que le personnel politique. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus de militants syndicaux que de militants politiques. Et alors c'est les militants qui désignent en fait les plus que les électeurs. Hein, surtout qu'on va supprimer les élections prud'homales, mais les militants ont un rôle direct de désignation de ceux qui ont un rôle de représentation plus important. Et vous avez des partis politiques qui ont beaucoup moins de militants que les syndicats. La CGT, elle toute seule, a plus de militants, ou la CFDT a plus de militants que PS, plus UMP, plus les Verts, plus les machins. Donc, et ils ont des procédures qui sont internes, qui sont assez démocratiques, souvent. Alors évidemment, il y a toutes sortes de biais, de machins, comme d'habitude. Mais je dirais que des problèmes, bien sûr, de représentation, ça va de soi. Il y en a toujours eu, c'est normal. Il y a toujours une distance. Mais je dirais qu'elle est quand même moins grande chez les syndicats, dans les syndicats. Et elle existe aussi, hein. Attention, évidemment, elle existe, elle est parfois importante pour le pire et parfois pour le meilleur, hein, parce que nos syndicats représentent encore assez peu les opinions xénophobes. Et je m'en réjouis, en l'occurrence. Mais ça, on peut pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que si on devait avoir une bonne... il y aurait des syndicats violemment xénophobes. Hein. Et... pour des tas de raisons, jusqu'ici, on l'a à peu près évité. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention.